Jean-Philippe Vincent, je suis ingénieur forestier. Je travaille pour la nation Huron-Wendat, plus précisément pour le bureau d'Union-Wantio, qui est un bureau territorial du Conseil de la Nation, finalement. Ce soir, dans le cadre du cycle des conférences de l'Institut EDS, je vais faire une conférence sur la nation Huron-Wendat et sa relation avec son territoire national, le Nihon-Wantio. Bonsoir, bienvenue à cette conférence intitulée « Les Premières Nations et le territoire forestier, les Huron-Wendat et la forêt, d'hier à aujourd'hui ». On a le plaisir ce soir de recevoir Jean-Philippe Vincent, qui travaille pour le bureau du Nihon-Wantio pour le Conseil de la nation Huron-Wendat. Jean-Philippe Vincent est un jeune Huron de 27 ans, a fait ses études primaires et secondaires ici même dans la vieille capitale et a poursuivi ses études dans le domaine des sciences forestières en raison de son amour inconditionnel pour la forêt et son territoire national, le Nihon-Wantio. Durant ses études, M. Vincent a eu la chance de travailler pour le compte de Produits forestiers Anticosti et pour le Conseil de la Première Nation Malécite du Madawaska, où il a su acquérir une expérience technique sur le terrain hors du commun dans un environnement majestueux. Gradué en 2006 de la faculté de foresterie de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, M. Vincent a travaillé pour l'entreprise J.D. Irving au Nouveau-Brunswick comme superviseur des opérations forestières et par la suite a été recruté par sa nation afin de participer au développement du bureau du Nihon-Wantio. Ce département a notamment comme principaux mandats de favoriser la concertation régionale entre les différents partenaires du milieu, tout en dégageant et en mettant en œuvre certaines opportunités économiques issues du développement du territoire. Dans ses temps libres, M. Vincent est avant tout un chasseur, un piégeur et un pêcheur. Il passe la majorité de ses temps libres sur son territoire, le Nihon-Wantio, où il aime vivre et se retrouver en paix avec ses proches. Donc, ce soir, Jean-Philippe Vincent va nous parler du rapport de la nation Huron-Wendat avec la forêt. Je voulais juste dire quelques mots pour mettre un petit peu en contexte la présentation qu'on va avoir. Tout d'abord, je pense que c'est important de noter qu'en 1996, c'est-à-dire il y a 15 ans cette année, le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones a identifié spécifiquement la forêt comme un des leviers économiques pour le développement des Premières Nations au Canada à court et à moyen terme. Donc, devant un constat d'écart majeur de développement entre les Premières Nations et les communautés euro-canadiennes, le rapport disait essentiellement, si on veut cibler un secteur où les investissements n'ont pas à être substantiels et où on peut avoir des résultats économiques rapides, c'est vraiment ce secteur forestier. Donc, on demandait une plus grande participation des Premières Nations, à la fois à la prise de décision en matière de gestion des environnements forestiers et aussi une participation plus grande aux bénéfices économiques de ce secteur. Aujourd'hui, on est en train de vivre un virage au Québec vers un nouveau régime forestier, essentiellement avec une nouvelle loi sur l'aménagement durable du territoire qui va entrer en vigueur en 2013, axée surtout sur la décentralisation, donc parmi autres choses, mais caractérisée par la décentralisation, donc par, théoriquement, une participation plus grande des Premières Nations dans tous les aspects de la gestion forestière. Évidemment, comme la biographie que je viens de lire de Jean-Philippe Vincent le montre, les défis sont considérables en lien avec ce nouveau régime forestier, dans la mesure où le lien qu'entretiennent les Premières Nations avec la forêt a beaucoup de dimensions. C'est un lien complexe, un lien comme on l'a vu avec le développement économique, mais aussi un lien identitaire et aussi, comme la biographie le disait, un lien affectif avec le territoire. Donc, ce soir, Jean-Philippe va nous montrer ou nous parler un peu des développements récents en lien avec la nation Huron-Wendat et comment on réussit à concilier ce rapport complexe au territoire avec un régime formel, légal, relativement complexe et, disons-le, relativement rigide dans certains cas, qui ne laisse pas toujours place à l'expression de toutes ces dimensions-là. Donc, on va écouter Jean-Philippe Vincent. Merci. Merci beaucoup, M. Hébert. Je pense que ça met bien la table là, à la présentation que je veux faire ce soir. Comme vous le mentionniez, là,
le lien étroit dans la nation Huron-Wendat et son territoire, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Puis c'est pas toujours évident là, d'allier, si on veut, les activités coutumières et le développement économique. Donc, c'est un petit peu ça notre défi de nos jours, là, actuel aussi. Surtout dans un cadre où la nouvelle loi sur l'aménagement durable des forêts commence à faire un petit peu plus de place là, aux Premières Nations sur leur territoire. Donc, je pense qu'on va commencer avec ma présentation. Là. Ça met bien la table. On peut peut-être passer un petit peu sur le plan de la présentation. Donc, au départ, j'aimerais vous introduire à la nation Huron-Wendat. Donc, c'est quoi, c'est où. Ensuite, une courte présentation de l'historique du territoire forestier traditionnel, le Nihon-Antio. Ensuite, on va passer aux utilisations et à la fréquentation contemporaine. Donc, la majorité des gens sur ce territoire-là, c'est quoi qu'ils font, quelles sortes d'activités, tout ça, puis où les gens pratiquent aussi. Je ne pouvais pas faire ma présentation ce soir sans parler du traité Huron-Britannique. Donc, on va aborder ce traité-là au cours de la présentation, ainsi que la jurisprudence et l'obligation de consultation par les ministères. Là. Ça, c'est un processus clé là, qui nous assure finalement de faire partie prenante à chacun des projets de développement majeurs qui se déroulent sur le territoire. Donc, très important pour nous. C'est un cycle de conférences qui porte sur la forêt. Donc, je vais vous entretenir également d'harmonisation forestière et les outils d'analyse que notre bureau a développés au cours des dernières années. On va parler aussi de concertation régionale. Et on va terminer par les différents projets de développement économique que la nation a mis en œuvre au cours des dernières années, puis aussi les projets qu'on a dans la mire, là, finalement, pour les prochaines années. On va terminer aussi par un petit exemple de développement économique puis de levier économique à partir des ressources naturelles du territoire. On va parler du magnifique secteur Tourili. C'est un secteur qui est géré exclusivement par la nation Wendat en termes de mise en valeur de la faune. Donc c'est ça pour le plan de la présentation ce soir. J'inviterai aussi peut-être les gens, si vous avez des questions, tout ça. Il va y avoir une période de questions à la fin. Mais des fois, si vous avez une question vraiment pertinente, n'hésitez pas là, à me le faire savoir. Puis on pourrait en discuter comme ça au fur et à mesure de la présentation. Donc, Wendake, c'est le village de la nation Huron-Wendat. C'est ici à Québec, tout près. Là. Il y a environ 1325 habitants sur réserve, puis environ 1800 hors réserve. Là. Donc, il y a un total environ de 3000 Huron-Wendat. Puis, avec la jurisprudence récente, puis les nouveaux jugements, entre autres l'arrêt McIver, là, c'est un jugement, en fait, qui porte sur le statut indien au Canada. Puis, on s'attend d'avoir peut-être 1000 membres de plus là, issus de ces jugements récents-là. La communauté en tant que telle, là, c'est vraiment tout petit. Là. On parle d'un 377 hectares. Là. La réserve est située là, finalement là, aux alentours de Loretteville, Saint-Émile. Là, pour ceux qui sont familiers, là, c'est sur le bord de la rivière Saint-Charles. Ici, vous voyez une carte là, des environs, donc les différentes municipalités, puis vous voyez en blanc là, au centre la nation Huron-Wendat, le village de Wendake, là, finalement, là, qui est pas beaucoup important si on regarde les municipalités alentours.
Donc, là, on vient de parler de Wendake, la réserve indienne, mais ce soir, on va parler surtout du Nihon-Wansio. Le Nihon-Wansio, c'est quoi? C'est le territoire national des Hurons-Wendat. C'est un territoire qui est beaucoup plus vaste que la réserve, puis c'était le territoire qui était utilisé lors de la signature du traité Huron-Britannique en 1760. Donc, on va passer au travers tantôt. Donc, c'est ça, les limites territoriales ne sont pas encore coulées dans le béton. Actuellement, on mène d'importantes recherches concernant l'occupation du territoire au temps de la signature du traité pour être en mesure de discuter avec les gouvernements puis de s'entendre sur la portée légale et actuelle du traité. Pour ce qui est du territoire, à partir de l'ouest, ça part à peu près de la rivière Saint-Maurice jusqu'à l'est, la rivière Saguenay. Au nord, ça va à côté tout près du lac Saint-Jean. Puis la limite sud, ça va tout près de la rivière Saint-Jean, là, qui, à certains endroits, fait la limite entre les États-Unis et le Canada. Donc ça, c'est le territoire traditionnel coutumier des Hurons-Wendat au moment de la signature du traité, donc qui est encore en vigueur aujourd'hui et qui est protégé par traité. Donc on va poursuivre avec quelques repères dans l'histoire. On dit que les Hurons-Wendat sont les descendants et les héritiers des Nadouek qui habitaient la vallée du Saint-Laurent à l'arrivée de Jacques Cartier dans les années 1530. Entre le 17e et le 19e siècle, nos ancêtres ont poursuivi l'occupation et l'exploitation de leur territoire traditionnel, le Nihon-Wansio. Parce que les Hurons-Wendat, c'est un peuple qui faisait beaucoup de commerce dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a eu des époques dans l'histoire où la majorité de la population était aussi dans le coin des Grands Lacs. Mais depuis les 300 dernières années, je dirais, là, 350 ans, la majeure population des Hurons-Wendat sont ici à Québec là, depuis la signature du traité. Donc, ce traité-là, c'est quoi? Ça a été signé le 5 septembre 1760. Donc, c'est un traité qui a été conclu avec le général anglais James Murray. Donc, c'est un général anglais parce que la signature du traité s'est faite en même temps que les Français ont capitulé à Montréal. Là. Donc, au lendemain de la capitulation, ce traité-là a été signé là, entre les Hurons et les vainqueurs, si on veut, là, de la guerre. On dit aussi qu'à partir des années 1820, là, les Wendat ont été progressivement confrontés à la colonisation du Nihon-Wansio. Avant 1820, avant 1850, c'était tout l'arrière-pays, c'était un territoire qui n'était pas arpenté. Puis c'était un territoire que les Hurons-Wendat utilisaient grandement là, pour leur survie, finalement, pour gagner leur vie sur le territoire. Donc, à la fin du 19e siècle, donc vers 1895, là, plus précisément, les Wendat ont vécu une radicale spoliation de leur territoire traditionnel, le Nihon-Wansio, avec la création de plusieurs clubs privés de chasse et de pêche. Là. Pour ceux qui sont au courant de l'histoire du Québec, là, les clubs de chasse et de pêche, c'est un moyen qui était grandement utilisé par la couronne pour occuper le territoire forestier. Et à partir des années 1880, la création du Parc national des Laurentides en 1895. Donc, à partir de cette époque-là, les Hurons-Wendat, à partir de la création du parc, tout ça, les Hurons-Wendat étaient comme considérés comme illégal sur leur territoire. C'est un territoire qui était utilisé depuis des centaines d'années
Et du jour au lendemain, avec les nouvelles lois de la couronne provinciale, tout ça, les gens étaient carrément considérés comme illégaux, là, et les droits de chasse et de pêche et d'activité dans le territoire étaient essentiellement réservés aux Autochtones. Ici, j'aime bien mettre ça dans mes présentations. Là, ça représente une pancarte typique qu'on retrouvait à l'entrée de la réserve faunique des Laurentides, là, l'actuelle réserve faunique. Donc, on peut y lire, là, j'ai une petite traduction française ici, que toute personne pénétrant sans autorisation à l'intérieur des frontières du Parc national des Laurentides peut être arrêtée immédiatement, sans mandat, et est passible d'amende ou d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois ou avec ou sans travaux forcés. Donc, c'est le type de pancarte qu'on retrouvait à l'entrée de notre territoire là, au début du 20e siècle. Là. Donc, moi, mes arrière-grands-parents, puis même mes grands-parents là, ont vécu cette époque-là là, de répression, là, si on veut, puis d'empêchement, finalement, là, d'aller sur le territoire traditionnel. Donc, évidemment, c'est une période très, très, très difficile là, pour la nation Huron-Wendat, puis les Premières Nations en général là, au Québec. Là. Donc, ici, on a une photo qui date des années début 1900. Là. C'est pour illustrer que malgré tous les efforts de la province, puis des menaces au niveau du territoire, tout ça, ben on a plusieurs familles de la communauté qui ont toujours continué à occuper le territoire. Puis dans ce temps-là, avec les activités de piégeage, tout ça, les gens dans ce temps-là, c'était vraiment leur gagne-pain. Les gens qui piégeaient, là, c'était des revenus qui étaient vraiment pas négligeables. Là. C'était des gens qui gagnaient vraiment bien leur vie. Puis c'est pourquoi là, plusieurs des membres de la nation là, donc, ont continué à pratiquer leurs activités sur le territoire. Puis en même temps, mais c'est le lien d'attachement qui était vraiment fort puis important pour ces gens-là. Donc, heureusement, là, tous les efforts qui ont été faits par la province n'ont pas été suffisants là, pour arrêter les Hurons-Wendat de fréquenter leur territoire. Donc, c'est un petit peu là, ce que je viens de mentionner. Là. Les données issues des recherches historiques et anthropologiques le démontrent là, grandement. Là. On a plusieurs documents d'archives, là, plus de 3-4 000 documents d'archives qui décrivent l'occupation du territoire, même à cette époque-là. Là. Donc, c'est très clair. Donc, on a vécu ce genre de répression-là, je vous dirais, jusqu'au début des années 1990. Donc, c'est vraiment récent dans l'histoire là, que les Hurons-Wendat ont pu réintégrer le territoire, puis respirer un peu plus, puis se sentir beaucoup plus libre. En 1990, il y a eu un jugement qui est très important pour nous autres, qui s'appelle l'arrêt Sioui. Puis ça marque la reconnaissance des droits territoriaux des Hurons-Wendat par le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada. On est au début des années 1980. C'était le gouvernement René Lévesque à l'époque. Il y a une famille de Hurons-Wendat qui sont installés dans le parc national de la Jacques-Cartier. Donc, c'était en plein été. Il n'y avait pas vraiment d'activité de chasse ou de pêche. Les gens étaient juste allés là pour se retrouver sur le territoire. Donc, je pense que durant cette fin de semaine-là, il y avait prévu des petits rituels. Puis les gens avaient fait un feu, puis s'étaient installés des tentes, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a des gardes-chasse qui sont arrivés. Puis ils ont carrément été arrêtés, puis ils ont été poursuivis. Puis le motif de la poursuite, c'était d'avoir fait un feu là où il ne s'est pas permis, puis d'avoir mutilé des arbres sur le terrain. Donc, les gens s'étaient coupés quelques branches pour
pour faire leur feu. Puis c'était les deux principaux chefs d'accusation. Moi, je résume ça un petit peu une cause type. Là. Les gouvernements voulaient vérifier si les Hurons-Wendat avaient des droits sur le territoire. Puis ça a duré à peu près 10 ans en cours. Là. Donc, ça n'a pas été facile. Mais ça a fini que en 1990, c'était rendu à la Cour suprême. Puis finalement, la Cour suprême a reconnu le traité Huron-britannique comme un traité qui était encore valide parce que les gens ne s'entendaient pas là-dessus. Les gouvernements disaient que c'était un vieux papier, puis que c'était possiblement peut-être seulement un sauf-conduit, puis donc il a fallu aller jusqu'en Cour suprême pour que la Cour suprême, à l'unanimité, confirme que le traité Huron-britannique, c'était réellement un traité, puis que ce traité-là protégeait les droits de la nation Huron-Wendat. Ici, je sais pas, je pense que j'avais... on va revenir un petit peu plus tard sur le traité. Là. Je pense que j'ai une illustration du traité, puis l'interprétation, tout ça. Là, on va poursuivre avec finalement l'occupation puis l'utilisation contemporaine du Nihon-Antio. Donc, depuis 1990, il y a beaucoup plus de gens qui sont retournés sur leur territoire puis qui pratiquent des activités. Donc, ces activités-là, ça peut être seulement d'être en forêt, d'être sur son territoire. Ça peut être juste ça, mais comme ça peut être aussi de la chasse au gros gibier, dont l'orignal, le chevreuil, la pêche de l'ombre-fontaine et d'autres espèces, notamment sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a du piégeage d'animaux en fourrure, de la récolte de végétaux, plantes médicinales, puis le ressourcement, puis juste être sur le territoire, là, ça fait partie aussi là, des activités coutumières. Il y a également aussi... depuis 3 ans environ que le Conseil de la Nation a encadré l'établissement de camps à des fins d'activités coutumières sur le territoire. Donc, afin de permettre aux gens d'occuper ce territoire-là, il y avait une nécessité d'établir des petits camps là, sur le territoire afin de soutenir ces activités-là. Donc, le Conseil de la Nation a encadré ça. C'est la première loi que le Conseil de la Nation a votée. Puis, c'est une avancée là, très appréciée là, des membres de la communauté. Ici, j'avais mis un petit point de forme. Là, le lien avec le Nihon-Antio des gens de la communauté est indispensable pour toutes les bonnes raisons là, qui entourent les activités coutumières, le transfert de savoir traditionnel, puis toutes ces activités-là. Donc, une nation, une Première Nation, pas de territoire, je pense qu'on ne peut même pas appeler ça une Première Nation. Là. Donc, c'est très, 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 très important. J'ai mis quelques petites illustrations là, pour vous illustrer un peu là, certaines activités traditionnelles, là, dont le piégeage du castor. Vous avez un lynx aussi, un membre de la communauté qui a piégé un lynx, puis l'établissement de camps des fins coutumières, là, ça peut ressembler à ça également là, dans certains cas. D'autres photos, vous avez de la chasse à l'orignal, de la pêche sur glace, de la randonnée en forêt, donc c'est toutes ces belles activités-là. Piégeage du castor. Donc là, on revient au traité. C'est un traité conclu le 5 septembre 1760 avec le général britannique James Murray. C'est dans le contexte de la guerre qui naît à la conquête de la Nouvelle-France. On l'a vu un petit peu tantôt. C'est un traité qui avait été signé et entendu de nation à nation. Les Hurons-Wendat n'ont jamais été les sujets du roi, que ce soit du roi de France ou d'Angleterre. Puis surtout à cette époque-là, le support militaire et politique des Hurons-Wendat puis des autres Premières Nations tout le long du Saint-Laurent était vraiment déterminant là, pour les Anglais à l'époque.
Donc, c'est un traité de paix, c'est un traité d'alliance, protection mutuelle entre les deux nations. J'ai souligné distincte et indépendante parce que c'est très important pour comprendre la suite entre les Britanniques et les Hurons-Wendat. Ils sont on a une réplique, si on veut, du traité original. Là. Donc, en 1760, un traité, là, ça ressemblait à ça. La signification et la portée actuelle du traité Huron-Britannique. Donc, reconnaissance, quand on a vu le jugement de la Cour suprême en 90, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est la reconnaissance et la protection des intérêts territoriaux, culturels, spirituels et commerciaux concernant le territoire. L'étendue territoriale des droits issus de traités, les droits politiques en tant que nation indépendante, le libre exercice de la religion et des coutumes, puis la liberté de commerce avec les Britanniques, là, à l'époque, qui était inscrit dans le traité. Donc, la protection constitutionnelle des droits de la nation sur le Nihon-Wansio oblige, en fonction de jurisprudence assez récente, oblige les gouvernements à consulter la nation Huron-Wendat et les autres Premières Nations du Québec et du Canada en conformité avec les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Haida, Taku River et Mississauga. Ça, c'est toutes des causes que la Cour suprême oblige finalement les gouvernements à consulter les Premières Nations. Donc, c'est dans ce cadre-là que la nation Huron-Wendat a senti le besoin dans les années 2007-2008 à mettre sur pied un département qui s'appelle aujourd'hui le Bureau du Nihon-Wansio. Puis la fonction première de ce département-là, du Conseil de la Nation, c'était de répondre adéquatement puis intelligemment aux consultations des différents paliers de gouvernement concernant tous les projets de développement sur le territoire. Donc, imaginez-vous du jour au lendemain, les gouvernements commencent à consulter les Premières Nations. Donc, les lettres commencent à rentrer, des lettres de consultation sur différents projets. C'est pas bien long que les dossiers s'empilent, puis dans le temps, avant cette obligation de consultation-là, il n'y avait pas de structure en place, de structure de professionnels puis organisée pour répondre adéquatement aux consultations, pour faire l'analyse puis les recommandations aux chefs. Donc, le bureau relève directement du grand chef et accompagné de 3 chefs familiaux. On a parlé de la fonction première du bureau là, qui a été de procéder à l'analyse des consultations, mais aujourd'hui, évidemment, cette équipe-là, multidisciplinaire-là, s'est agrandie en fonction des budgets annuels qui nous sont alloués. Puis, on a diversifié, si on veut, là, notre rôle là, en relation avec le territoire. On fait beaucoup de recherches, d'analyses, d'harmonisation forestière ou autre. On fait des enquêtes auprès de la population au niveau de leur activité coutumière puis de leur occupation du territoire. Souvent, on a de la rédaction de mémoire à faire. On va en parler tantôt. La nation Huron, via le bureau du Nihon-Wansio, on a fait beaucoup de représentations au niveau du nouveau projet de loi. Là, on en a parlé un petit peu au début sur l'aménagement des forêts. Puis, donc, on a à faire beaucoup de rédaction de mémoire, de représentation, parfois de la négociation dans le cadre des consultations avec les différents ministères ou les grands promoteurs sur le territoire. On agit aussi également en termes de soutien aux démarches politiques et juridiques. On fait beaucoup de représentations et de concertations régionales. On fait également de la supervision. On a un service d'agents territoriaux maintenant qui sillonne le territoire. Donc, ce service-là relève aussi du bureau. Il y a d'autres projets aussi, comme l'entreprise Tourilly qu'on va aborder tantôt.
Et au cours des dernières années, il y a plusieurs projets de développement économique aussi qui relèvent de notre bureau. Quand on a commencé à analyser les consultations du gouvernement, on s'est rendu compte qu'il y avait toutes sortes d'opportunités de développement au travers de ça. On s'est rendu compte aussi que souvent, il y avait des impacts des différents projets de développement sur nos droits, les activités qu'on pratique et nos intérêts sur le territoire. Puis ces impacts-là, des fois, une bonne manière de les atténuer ou de les compenser, bien, des fois, c'est de participer activement au projet de développement. Donc, cette participation-là nous permet de créer de l'emploi au sein de la communauté. Ça permet aussi de faire de la formation, former nos gens dans les différents domaines de la construction, par exemple. Donc, on va l'aborder tantôt aussi un petit peu, là. C'est... Donc, actuellement, on est un jeune bureau. Ça ne fait pas beaucoup d'années qu'on existe, mais déjà, on est en train de s'épanouir, puis on est en constante croissance. Donc, c'est très encourageant, puis c'est très encourageant pour la nation. Donc, tantôt, on parlait d'harmonisation forestière. Donc, juste pour vous donner une idée, là, on a une bonne partie du territoire du Nyon-Antio qui comprend la réserve faunique des Laurentides au complet. Puis à l'intérieur, la réserve de Portneuf également, qu'on voit ici à gauche. Puis à l'intérieur de ce territoire-là, il y a plusieurs unités d'aménagement forestier. Donc, nous, la Nation, on fait l'harmonisation sur toutes ces unités d'aménagement-là. Là. Donc, c'est un travail qui est quand même colossal. Juste dans ce dossier-là, on a une personne au bureau qui travaille à temps plein là-dedans, qui fait le lien entre les compagnies forestières, leur planification, et les gens également qui occupent ces territoires-là. Donc, le lien est fait comme ça, là. Donc, les gens qui occupent le territoire sont informés via notre bureau des opérations forestières. Puis, on a également développé une grille d'analyse, là. Ça n'a pas été développé exclusivement par nous autres. Le bureau chez nous a participé beaucoup au projet d'aménagement écosystémique de la réserve faunique des Laurentides. Puis à l'intérieur de ce projet-là, il y a différents indicateurs qu'on a repris puis qu'on a adaptés aussi en fonction de nos besoins. Donc, dans chaque unité d'aménagement, dans chaque secteur où il y a des travaux forestiers, nous autres, notre équipe, on fait notre analyse, puis ça nous donne un bon portrait du territoire forestier au niveau de différents 4 principaux indicateurs, donc les forêts en régénération, les forêts de 7 mètres et plus, les forêts de 12 mètres et plus, et les forêts mûres et surannées. Donc, quand on est dans le rouge, pour faire une histoire courte, ça va pas bien. Puis quand on est dans le vert, ça va très bien, donc on peut procéder aux coupes. Puis quand on est dans le rouge, souvent ça porte à des discussions avec les différents ministères, les compagnies forestières. Puis des fois, il y a carrément des secteurs qu'on convient de ne pas faire d'intervention à cause que l'intégrité écologique a des chances finalement que les impacts sont trop grands finalement sur l'intégrité écologique, donc il n'y a pas d'intervention. On ne fait pas l'analyse de tous les terrains de trappe à chaque année, mais dès qu'il y a un chantier qui touche un terrain de trappe, bien là, on va faire l'analyse de ce terrain de trappage-là. Puis même si ce n'est pas un terrain de trappe qui est occupé par quelqu'un de la communauté chez nous, on fait l'analyse quand même, puis on donne nos recommandations quand même là, aux différents ministères. Entre autres, le ministère des Ressources naturelles là, qui est impliqué directement dans ce dossier-là. Au niveau de nos représentations et concertations sur le territoire, on siège à plusieurs comités. J'en ai inscrit quelques-uns ici. On peut parler du groupe Faune régional, de la commission régionale sur la CRNT, là, Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire. Je vais aborder tantôt un petit peu le groupe de travail sur l'aménagement écosystémique de la réserve faunique des Laurentides, là, qui aujourd'hui est terminé, mais
On a participé beaucoup sur ce comité-là. Le groupe de travail sur le parc de la Jacques-Cartier, comité concertation, comité de bassin versant, il y en a plusieurs sur le territoire. On ne siège pas à toutes, mais les principaux qui nous intéressent, on est là. On siège également sur la table de rétablissement sur le caribou forestier et la gestion, l'harmonisation et l'application de la loi sur l'implantation des camps des fins d'activité coutumières sur le Nihonmatsu. On avait une table de concertation spécialement avec le ministère des Ressources naturelles pour s'harmoniser le plus possible sur ce sujet-là. Donc, j'ai mentionné également en début de présentation qu'on allait passer un petit peu de temps sur les initiatives les plus récentes en termes de développement économique de la nation Huron-Wendat chez nous et en relation également avec le territoire forestier. Donc, récemment, on a eu une consultation assez majeure concernant la construction de l'autoroute de la réserve faunique des Laurentides. Donc, c'est un projet d'autoroute qui est en plein cœur de notre territoire puis qui avait quand même plusieurs impacts appréhendés là, par nos analyses préliminaires. Donc, de la manière que ça a fonctionné avec ça, c'est quand même une histoire à succès là, avec le ministère des Transports. On a commencé par évaluer les impacts au niveau des activités contemporaines. Donc, c'est quoi que les travaux vont apporter comme impact, puis le changement, si on veut, de l'ancienne route vers la nouvelle. Et donc, on a évalué ces impacts-là. On a évalué également les impacts sur le potentiel archéologique. On a complété également la recherche historique qui avait été faite là, par le ministère des Transports. Donc, tout ça en collaboration avec le ministère. Le ministère s'est engagé à défrayer des principaux coûts des études, tout ça. Donc, on a commencé par cette première étape-là. Puis, une fois qu'on avait identifié tous les impacts à tous les niveaux, on s'est dit, ben comment qu'on fait pour atténuer ces impacts-là, comment qu'on fait pour travailler ensemble à rechercher des solutions. Puis finalement, la meilleure solution qui en est ressortie, c'est que la Nation Huron participe activement aux travaux de la route. Donc, ça allait créer de la richesse, des leviers économiques. Ça allait être favorable pour la formation de nos gens, puis la création d'emplois. Donc, une fois qu'on s'est entendu là-dessus, il y a eu une négociation avec le ministère des Transports, puis la Nation a obtenu directement 2 contrats de déboisement de l'autoroute, donc qui totalisaient un déboisement total de 6 km. Donc, encore une fois, là, ça a fait travailler nos gens, ça a fait travailler du monde alentour aussi, puis ça a créé de la richesse là, pour la communauté de faire ces 2 contrats-là. Et il y a eu une négociation également d'un contrat majeur de terrassement. On parle d'un tronçon de 3 km, puis d'une valeur là, de plus de 16 millions. Là. Donc, c'est un contrat qui était assez majeur. Puis au travers de ça, ben encore une fois, on avait des objectifs de formation, puis d'employabilité, tout ça. Puis là, on est en plein dans la construction. Là. On a opéré tout l'été. Puis là, toute la structure de l'autoroute est faite, tout ça. Donc, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Puis qui a aussi permis de créer une société en commandite qui s'appelle Wendake Construction. Donc, c'est une nouvelle entreprise en construction dans laquelle on a un partenaire qui s'appelle Amel Construction. C'est un entrepreneur de Saint-Édouard-de-la-Minière. Puis, ce partenariat-là a permis finalement de transférer l'expertise nécessaire pour la réalisation du tronçon, puis en même temps d'optimiser, si on veut, les emplois à l'intérieur de la communauté chez nous. Donc, c'est un bel exemple de réussite qu'on veut reproduire là, dans d'autres sphères, dans d'autres domaines.
comme par exemple l'évaluation environnementale. La nation Huron-Wendat est sur le bord là, de créer une nouvelle société via un projet qui était récemment accepté par Ressources humaines Canada. Donc, ça s'appelle le projet Otera. Puis, il va y avoir 2 piliers majeurs à ce projet-là. Former des gens, une cohorte de 24 étudiants dans le domaine de l'évaluation environnementale et également de mettre sur pied une société en évaluation environnementale dans laquelle le Conseil de la Nation va être commanditaire à 51 % et un autre entrepreneur, si on veut, dans le milieu phonique, là, va être actionnaire, lui, à 49 %. Là. Donc, c'est un projet qui vient d'être accepté. On est allé chercher du financement auprès de Ressources humaines Canada. Donc, c'est un projet qui débute, puis l'objectif, c'est encore une fois, au travers des consultations gouvernementales, c'est de dégager des opportunités en termes de contrats au niveau de l'évaluation environnementale, puis d'être en mesure de les mettre en œuvre via cette société-là. Donc, c'est bien intéressant là, de ce côté-là. On a également aussi un projet d'usine de biomasse et un projet de forêt de proximité là, que je vais vous parler un petit peu plus là, à la prochaine diapositive. Puis également, on regarde aussi notre participation aux grands projets éoliens là, actuellement qui sont en développement sur le territoire. On parle entre autres du projet Massif du Sud et du projet également Rivière-du-Moulin là, au nord du Grand Lac Picoba dans la réserve faunique des Laurentides. Il y a déjà des approches avec le promoteur qui ont été faites, là, puis probablement que Wendake Construction, là, notre compagnie de construction, va participer là, activement, là, du moins on l'espère, là, à ce projet majeur-là en termes de développement. Donc, on peut poursuivre avec les forêts de proximité. Donc, tantôt, l'introduction de M. Hébert là, était à l'effet que les gouvernements mettent de plus en plus d'emphase au niveau de la gestion des forêts, de la délégation de gestion, puis de l'implication également des Premières Nations. Donc, nous autres, depuis 2008, là, qu'on travaille activement dans le dossier, quand je parle du dossier, c'est la nouvelle loi, finalement, sur l'aménagement durable des forêts. Il y a eu 2 consultations publiques, une en 2008 puis une en 2009. Nous, la Nation Huron-Wendat, ces 2 consultations-là, on avait déposé des mémoires, puis on avait fait aussi les représentations nécessaires en commission parlementaire pour influencer, si on veut, le nouveau projet de loi. Donc là, actuellement, on a un projet de loi qui est adopté, puis il y a différents éléments dans ce projet de loi-là qui favorisent la décentralisation des pouvoirs du ministère des Ressources naturelles vers les communautés. Donc, quand je dis communauté, ça peut être aussi bien une MRC, une municipalité ou une Première Nation. Donc, pour une première fois, là, les Premières Nations vont vraiment être impliquées activement dans la gestion du territoire. Puis l'outil que les gouvernements provinciaux ont décidé de mettre en place, c'est les forêts de proximité. Donc, évidemment, nous, quand on a siégé en commission parlementaire, tout ça, on a fait... on a transmis finalement nos préoccupations au niveau que les Premières Nations, en termes de gestion du territoire, puis d'exploitation, puis de mise en valeur, depuis que le gouvernement du Québec exploite ces territoires-là, les Premières Nations ont tout le temps été tenues à l'écart, puis jamais impliquées, puis n'ont jamais, si on veut, bénéficié des retombées positives de ces développements-là. Donc, ça, c'était une de nos grandes préoccupations. Puis je pense que le gouvernement l'a quand même bien reçu. Puis l'implantation des forêts de proximité peut servir d'outil, du moins, là, à essayer là, de renverser la vapeur, si on veut.
Donc, on parle du nouveau régime forestier qui va entrer en vigueur dès 2013. Les forêts de proximité vont prévoir la gestion forestière, la gestion minière, faunique et hydraulique. Puis ça, cette gestion-là va pouvoir être faite par la Nation Huron-Wendat directement en partenariat avec les autres partenaires du milieu. Donc, nous, la Nation Huron, le territoire qu'on cible pour ce type de projet-là, c'est la réserve faunique des Laurentides. On ne s'est pas mis de barrière encore en termes de territoire, là. Donc, nous, c'est toute la réserve faunique des Laurentides. Puis, comme par exemple, au niveau de la gestion de la faune, ben c'est sûr que le projet de loi prévoit qu'il va y avoir des ententes de partenariat qui vont être nécessaires. Puis, donc, on va aller dans ce sens-là, nous autres aussi, là. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de notre projet de forêt de proximité. Bien, peut-être en termes d'échéance, là, actuellement, on est en train finalement parce qu'actuellement, pour les projets de forêt de proximité, on est actuellement en consultation publique. Donc, on est en train de rédiger un mémoire là, pour répondre à cette consultation-là. Puis, on prévoit élaborer notre plan d'affaires puis notre étude de faisabilité pour être en mesure de la présenter au ministère à l'été 2012. Donc, ça s'en vient assez vite parce qu'à l'été 2012, il va y avoir un premier appel d'offres. Puis le ministère prévoit implanter là, de 10 à 15 projets là, au travers de la province. Puis nous, la Nation, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Puis on espère faire partie de cet appel d'offres-là là, à l'été prochain. Donc, on travaille fort dans ce sens-là. Je voulais terminer également par un autre bel exemple en termes de gestion faunique. Vous avez encore la réserve faunique des Laurentides ici, là, sur la carte. Puis le secteur en rouge, c'est le secteur Tourilly. C'est un secteur qui est géré par la Nation. C'est un territoire de plus de 395 km². Ça comprend environ 107 lacs, 3 bassins versants, puis il y a 2 types de peuplement aussi, sapinière à bouleau blanc, sapinière à bouleau jaune. Donc, c'est un territoire qui est quand même assez vaste. La gestion faunique est faite par la Nation Huron-Wendat depuis 1987. Les objectifs, encore une fois, c'est de créer de l'emploi pour les membres de la Nation, puis c'est également de dégager un certain levier économique pour la Nation à partir des ressources naturelles du territoire. Les espèces fauniques exploitées, c'est la pêche, l'ombre de fontaine, l'ombre chevalier. Au niveau de la chasse, c'est l'orignal, le petit gibier et également la chasse à l'ours qui est faite sur ces territoires-là. 95% des aménagements fauniques que l'on fait, nous, actuellement, c'est au niveau aquatique. On fait beaucoup d'aménagements de frayères, nettoyage de ruisseaux. On fait des profils physico-chimiques. On fait également de la relocalisation d'ombres de fontaine. Puis au niveau des aménagements forestiers, on a fait par le passé des trouées pour l'orignal, puis de l'aménagement de ravages également. Ça, c'est des photos qui ont été prises l'été passé. C'est de la relocalisation d'ombres de fontaine. Ici, on a une équipe là, qui actuellement font des relevés physico-chimiques des plans d'eau là-bas, toutes sortes d'inventaires. Ils sont également en charge des aménagements de frayères qu'on peut voir ici. Donc, c'est très diversifié. Puis au niveau de la pourvoirie, depuis 3 ans, on a décidé de donner la gestion de la pourvoirie au privé, donc à un Huron-Wendat qui est privé chez nous. Puis à chaque année, là, il y a des redevances qui sont entendues avec cet individu-là, des redevances qui sont versées au Conseil de la Nation. Donc, c'est un bel exemple là, de développement économique puis de création de richesse à partir des ressources naturelles du territoire. Donc, au niveau du secteur Tourilly, là, il y a 7 camps qui est destiné aux clients. Donc, c'est quand même une belle pourvoirie, puis il y a un beau panier de produits là, à retirer de ça. Moi, ça faisait pas mal le tour de ma présentation. Une petite image, là, si jamais il y a des gens qui ont des questions,
je pense qu'on n'est pas trop serré dans le temps, puis on a le temps de discuter un peu, là. Donc, je vous remercie beaucoup. Il y a un micro, si les gens veulent poser des questions. Moi, j'aimerais savoir d'abord qui finance votre bureau. Et évidemment, il doit y avoir le gouvernement en quelque part, lequel est obligé de vous consulter. Alors, ma deuxième question, c'est quelle est votre marge de manœuvre pour conserver le maximum d'autonomie face au gouvernement? Et j'en aurais peut-être une troisième, c'est est-ce que le produit de vos recherches, de tout votre travail, est-ce que vous en faites rapport à la nation et quelle est la participation de la nation à tout votre beau travail? OK. En termes de marge de manœuvre, pour répondre à votre deuxième question, je crois, la marge de manœuvre est vraiment mince. Ceux qui nous financent, en grande partie, il y a le secrétariat aux affaires autochtones. Donc, c'est un ministère provincial qui a comme rôle de coordonner là, tous les ministères là, au niveau des consultations. Donc, ce n'est pas chacun des ministères qui nous finance pour la consultation, mais bien une entente globale annuelle qui finance, si on veut, là, notre équipe de base au bureau territorial. Donc ça, je vous dirais que ça représente à peu près le tiers des ressources financières du bureau. Donc c'est pas des budgets immenses. Puis, tu sais, tantôt, je vous montrais un peu de l'aménagement de la faune, tout ça. Puis on a un programme d'espèces en péril au bureau également. On a un secteur de recherche, tout ça. Ça, c'est tout des activités qu'il faut qu'on finance via d'autres programmes là, qu'on va chercher à gauche et à droite. Donc, on n'a pas de financement, si on veut, récurrent, stable à chaque année. Il faut à chaque année faire des nouvelles demandes de subventions. Puis, tantôt, je parlais également du projet Otera, là, pour lequel on a eu aujourd'hui même là, une décision positive finalement pour le financement qu'on demandait. Donc ça va nous permettre de faire une cohorte de formation de 24 étudiants, puis de l'autre bord, monter une société en évaluation environnementale. Donc ça, c'est vraiment d'autres budgets qu'on va chercher à gauche et à droite là, dans différents ministères ou organismes, comme la Fondation de la faune, par exemple, puis différents organismes comme ça. Puis de plus en plus, avec les différents projets de développement économique qu'on fait sur le territoire, bien ça, c'est d'autres argents qui sont réinvestis, si on veut, dans nos différents services, là. Comme par exemple le projet de la route 175, bien, sans bout de piste, à la fin du contrat, il va y avoir un profit. Puis ce profit-là, bien, ça va être possible finalement de le réinvestir dans nos différents programmes puis différents services là, pour la population chez nous. Vous aviez une autre question aussi? En passant, quand on parle de gouvernement, c'est fédéral probablement, parce que le traité de Murray, il n'y avait pas de fédéral, provincial. Là. Bien, ça dépend. Là. Comme au niveau des consultations, ça, c'est une obligation surtout provinciale. Donc, c'est le secrétariat aux affaires autochtones qui est un ministère provincial qui nous finance essentiellement. Mais dans d'autres types de programmes, comme le projet Otera là, et la Société en évaluation environnementale, bien ça, c'est un ministère qui est fédéral, là, Ressources humaines Canada, pour lequel on est allé chercher ces sommes d'argent-là. Quand vous dites, là, au sujet de ma deuxième question, que la marge est assez mince pour le respect, entre guillemets, est-ce que ça peut aller jusqu'à ne pas respecter là,
vos recommandations, comme par exemple, c'est dans le rouge, là, comme vous dites. Oui. Ben, en fait, notre équipe de professionnels est assez limitée en termes de nombre, là. Donc, c'est sûr, à cause du budget qui est limité, là, donc ça va ensemble. Il y a certains dossiers qu'on décide de consultation, par exemple, qu'on décide de pousser un peu moins en raison de l'enveloppe budgétaire qui n'est pas là. Donc, je vais en profiter pour m'octroyer le mot de la fin, simplement pour vous remercier de cette présentation extrêmement intéressante. Je pense que tout le monde ici, maintenant, comprend un petit peu mieux les intérêts, les valeurs de la nation Huron-Wendat sur ce territoire, qui est quand même probablement cher aux gens dans la salle par sa proximité. Donc, il reste juste à vous remercier d'être venu ici ce soir. Merci. Merci beaucoup.